Traduire l'anglais, traduire le chinois, l'allemand, le coréen, le norvégien, l'espagnol, décloisonner les étages de la tour de Babel, rendre accessible à tous la littérature du monde entier, c'est le quotidien des traducteurs. Ils étaient réunis à Arles du 6 au 8 novembre 2015 pour les 32e Assises de la traduction littéraire. Alors, les Assises de la traduction, c'est une manifestation qui s'adresse aux traducteurs mais aussi au grand public. Et c'est une manifestation où on essaie de mettre en avant et en valeur le rôle culturel du traducteur. Et on mélange journée professionnelle avec des thématiques qui concernent les traducteurs dans leur pratique et des thèmes où on cherche à vulgariser ce qu'on fait en expliquant quel est notre rôle, quelle est notre fonction, comment on procède. Conférences, tables rondes, lectures, rencontres, tous ces rendez-vous des Assises se sont concentrés sur une thématique, les voix de l'enfance. Qu'ils soient romanciers ou traducteurs, les auteurs sont confrontés à cette même difficulté. Comment écrire avec la voix d'un enfant? Comment traduire les mots de l'enfant, celui que l'on a tous été, celui que nous ne sommes plus vraiment? L'enfance est une période de la vie qui est très riche en références culturelles. Alors je pense, on peut penser aux comptines, mais aussi aux marques de bonbons, qui sont des références qui sont assez difficiles à rendre, justement parce qu'elles sont propres à un pays. Telle marque de bonbons, par exemple, va exister en Norvège, mais pas en Allemagne ou pas en France. Donc ça pose de manière encore plus exacerbée un problème récurrent en traduction qui est le rendu des références culturelles. Cette difficulté, Agnès Jarfas l'a rencontrée en traduisant La Miséricorde des cœurs de Szilard de Borbély. Elle a d'ailleurs été récompensée par le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles pour ce travail. Les grandes difficultés que j'ai rencontrées à traduire ce texte, c'était pas tellement le fait que ce soit un enfant, c'est le fait que ce soit un enfant d'une région précise de la Hongrie et qu'il insiste sur le fait qu'il était différent du reste des Hongrois. Donc il emploie un langage très particulier, pas seulement parce que c'est un enfant, mais parce qu'il appartient à une région où on emploie des mots différents des Hongrois du reste du pays. Il a fallu trouver des équivalents des mots qui n'existent pas dans le langage courant. L'astuce que j'ai trouvée, c'était d'employer des mots archaïques. Traduire la parole enfantine sans la travestir, écrire dans la peau d'un enfant sans que le texte sonne faux, les auteurs et traducteurs réunis en table ronde ont questionné cette voix de l'enfance pour tenter de la cerner, de la définir et nous livrer des pistes de réflexion. C'est un thème qui échappe parce que très vite on se met à parler de l'enfant en tant que personnage ou de la littérature pour enfants. Et que c'est très difficile de dessiner la spécificité de cette voix, mais je pense que ça vient aussi du fait que la spécificité de cette voix, elle est très minoritaire en France et que c'est un pays où l'enfant n'est pas, d'une manière générale, pas entendu. Donc dès qu'on parle de voix de l'enfance, en fait, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est intéressant aussi de poser des questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse, et cette espèce de béance face à laquelle on est, on dit beaucoup aussi sur le statut de l'enfant. Définir l'esprit d'enfance, j'avoue que c'est assez difficile. Je crois que c'est un comportement, une attitude devant aussi bien, je dis le monde, mais avec les autres et devant d'une manière d'apprendre le temps, d'apprendre les événements, d'apprendre tout et de savoir garder une capacité d'étonnement. Au départ de chacun de mes livres, il y a toujours une question. Et la voix de l'enfant, c'est une voix qui est interrogative. Que dit un enfant? La plupart du temps, il pose une question. Il pose des questions, ou bien il exprime un besoin naturel, j'ai faim, ou un désir qui ne peut pas être différé. Pour moi, bien sûr, il y a le questionnement. Et il y a aussi un usage de la syntaxe, une remise en cause constante du lexique. Les enfants se posent beaucoup de questions sur les mots, ne les prennent pas pour ce qu'ils les prennent au pied de la lettre ou alors les remettent en cause, les remettent en doute. Donc ça, c'est présent aussi. Quand on essaie de créer une voix d'enfant, il faut avoir tout à fait à l'esprit ce regard particulier sur les mots. Et puis, c'est vrai que c'est une syntaxe encore inaccomplie. Quand il est question d'enfants dans la littérature, pendant très très longtemps, l'enfance n'est pas du tout l'enfance nostalgique, romantique, le vert paradis des amours enfantines qu'on découvre ensuite. L'enfance est d'abord un état dont il faudrait sortir le plus vite possible. Voilà. Pas une perte de temps, mais un temps de formation qui, en tant que tel, n'a pas vraiment d'intérêt propre.
Aline Schulman a soulevé ce paradoxe en traduisant la vie du truand Don Pablos de Ségovie de Francisco de Quevedo, un roman picaresque du XVIIe siècle. Si le héros du roman raconte son enfance, l'enfant à l'époque de l'ouvrage n'était pas reconnu comme tel. Atlas et le Conseil, enfin les personnes qui ont décidé de cette ligne pour ces assises de la traduction, ont pensé romantiquement. Parce que l'enfant véritablement naît dans la littérature européenne, je parle de la littérature européenne évidemment, il naît au XIXe siècle. Même si il naît sous la plume de Dickens pour être maltraité, il existe, voyez-vous. Tandis que dans la littérature espagnole, il n'y a pas un seul roman, même encore au XIXe siècle, où on parle de l'enfant. Il n'y a pas de littérature enfantine, ni de la littérature sur l'enfant. Chez les Grecs déjà, le nepios, c'est l'enfant effectivement qui ne peut pas prononcer un epos, pas un mot. Chez les Latins, l'infans, c'est celui qui ne peut pas fare, qui ne peut pas prononcer, affirmer, dire, parler. Mais quand on parle de la voix des enfants, après tout, il faut voir comment on l'écrit, il faut voir l'orthographe, parce que la voix des enfants, vous pourriez très bien entendre ça V-O-I-E, et le fait est que la voix des enfants, c'est aussi la voix, l'effort vers une voix qui s'articule et qui peut s'écrire, une voix qui laisse des traces, emprise sur le monde. Gardons cette idée de la voix de l'enfance, voix V-O-I-E. Une voix qui nous emmène sur les chemins de France à la découverte de ses 75 langues. Les éditions Imav Heads se sont lancées dans la traduction du Petit Nicolas en langue de France. Le célèbre livre de Goscinny et Sempé est ainsi disponible en arabe, en yiddish ou encore en occitan. C'est en effet le plus beau manifeste qu'on puisse trouver pour faire connaître déjà cette pluralité linguistique interne à notre pays et aussi en particulier chacune des 75 langues. On n'arrivera peut-être pas jusqu'à ce chiffre-là, mais c'est bien parti puisqu'il y en a déjà une dizaine qui sont diffusées sur le marché. L'occitan est en cours, dans 7 versions différentes. Vous imaginez à quel point l'idée même de pluralité linguistique a tout à gagner. De s'appuyer sur la traduction d'un classique aussi important, aussi populaire que le Petit Nicolas. Continuons la promenade sur les voies de l'enfance avec les croissants littéraires. Des textes en rapport avec la thématique de cette année sont choisis. Leurs traducteurs en font la lecture dans la langue d'origine, puis dans leur version traduite. Et le principe, c'est d'alterner les langues, entre guillemets, les langues plus connues, donc souvent l'italien, l'allemand. Cette année, on avait la chance de pouvoir avoir du persan et du japonais, en plus de l'italien, de l'allemand et de l'espagnol. Une innovation cette année, suivant le même principe que les croissants littéraires, les croissants buissonniers ont offert une scène ouverte et improvisée aux traducteurs, libres de lire les textes de leur choix. On a eu des œuvres en cours de traduction, donc c'était vraiment assez agréable, à la fois pour le traducteur et pour le public, surtout d'entendre le travail en cours de traduction. Et puis surtout, on a eu des moments d'enfance heureuses, joyeuses, tragiques, dures, d'il y a 2 siècles, d'aujourd'hui, du Nigeria, d'Angleterre, d'Allemagne, de Turquie. Donc voilà, c'était une première tentative et je crois qu'on va continuer. Les encres fraîches de l'atelier français-coréen de la Fabrique des traducteurs ont suivi un peu le même concept. Avec une mise en scène, les jeunes traductrices ont lu leurs textes en français et en coréen, et elles remercient les assises, en coréen bien sûr. 감사합니다. D'autres initiatives, comme les ateliers de traduction, ont rencontré un grand succès. Que ce soit autour de l'anglais, de l'italien ou encore du hongrois, ils étaient ouverts à tous, vraiment à tous. Et les textes à traduire tournaient bien évidemment autour de l'enfance. Une voix de l'enfance qui aura été traduite, débattue, réfléchie, analysée et peut-être incarnée. Les participants de ces assises auraient-ils conservé leur esprit d'enfance? L'esprit d'enfant, oui, je crois qu'il est naturellement, il est naturellement là, j'ai même pas besoin de le convoquer et si je l'avais pas, j'écrirais pas, tout simplement. Parfois, quand je vois mes filles, je suis très nostalgique et je me sens très très loin. Et tout d'un coup, on se met à jouer, on rit, on s'amuse et on garde, je pense, des éclats d'enfance. On devrait en tout cas essayer de le faire toute sa vie. Quand on est dans l'écriture, et puis quand on est enseignant, j'ai enseigné quand même toute ma vie, on est sans cesse en contact avec des jeunes.
On est dans le monde de la jeunesse, dans un monde qui est en train de se former, en formation. Et on continue à se former avec eux. Donc on reste jeune avec eux. On a des façons de parler de ça qui sont trompeuses, c'est-à-dire on s'éloigne de l'enfance. Donc ça voudrait dire que ce serait une ligne, la vie serait une ligne, et que l'enfant serait au début et on la laisserait derrière nous. Moi j'ai l'impression, je vois plutôt les choses comme un escargot, c'est-à-dire qu'on commence par l'enfance et puis 1 an ça fait un tour, comme les arbres en fait, comme les sillons dans les arbres. Et que si ça fonctionne comme ça, si le temps s'enroule autour de nous, l'enfance reste toujours en place au milieu, mais aussi l'adolescence, etc. Et c'est frappant quand on parle avec des personnes qui sont dites âgées. En général, quand ils parlent de eux enfants, ils sont complètement en contact. Enfin, pour ceux qui sont pas dans le déni, ils sont complètement en contact avec l'enfant qu'ils étaient. Et ça leur demande aucun effort d'y retourner. Et je crois que bizarrement, plus on vieillit et plus des couches profondes peuvent remonter plus aisément. Je suis sûre qu'un écrivain qui atteint un âge assez avancé peut peut-être évoquer la petite enfance avec plus de, disons, d'aisance, peut-être plus de souplesse que quelqu'un de 20 ans. Invité d'honneur de cette 32e édition, le philologue Heinz Wiesmann, témoin de ces assises. Son intervention, en guise de clôture, a offert à l'assistance une analyse pointue de la traduction, de cet écart entre les langues que le traducteur se doit d'interpréter, de travailler et non de combler. Je crois qu'il y a 300 personnes qui ont assisté, qui se sont inscrites, plus qui ont assisté sans doute à ces assises. C'est un beau succès. Le thème a été porteur. On a eu grand plaisir parce qu'on a eu des moments de joie, il y a eu de la réflexion, mais il y a eu beaucoup de rire aussi. L'année prochaine, il sera question de décolonisation. On ne sait pas encore comment formuler le sujet, parce qu'il va falloir peut-être l'élargir. La décolonisation, on pense tout de suite à l'Afrique et on pense tout de suite à la colonisation britannique, française, portugaise. Donc comme nous sommes des assises qui brassent beaucoup de langues, il va falloir trouver comment parler du monde en général. Et donc nous sommes à la recherche, on va commencer maintenant à travailler le sujet. Voilà, donc rendez-vous les 11, 12 et 13 novembre 2016 pour les 33e assises de la traduction littéraire.